Sur la question de l'adaptation du droit constitutionnel au risque climatique et évidemment les conséquences que cela peut avoir en termes de droits et libertés, notamment les libertés publiques. On vous écoute, là aussi. Merci, Monsieur le Président. Avant de vous parler véritablement de droit constitutionnel et de prévention des risques climatiques, donc, mes plus vifs remerciements à deux collègues des comités d'organisation, Zoé et Mouzaffar, qui ont œuvré depuis quelques semaines de façon acharnée pour que ce colloque puisse avoir lieu. Merci à eux et merci à Laurence Salé et à nos autres collègues non présents dans les comités, mais qui nous ont soutenus pendant ces longs mois de préparation et d'anxiété. Ma volonté de parler d'une potentielle incompatibilité entre le droit constitutionnel et le risque climatique peut surprendre, notamment lorsqu'on sait par exemple que le professeur Marianne Cohandet a publié au printemps 2021 un ouvrage collectif intitulé « Droit constitutionnel de l'environnement », ouvrage qui regroupait plusieurs dizaines de contributions très intéressantes. Il y a dans ma communication une volonté de provoquer une réflexion sur l'évolution qui touche aujourd'hui le droit constitutionnel français face à la prise en compte des risques climatiques. J'entends ici par droit constitutionnel l'ensemble des règles et pratiques régissant le fonctionnement du gouvernement, des pouvoirs publics et la garantie des droits. En effet, il y a eu une indéniable métamorphose du droit constitutionnel ces dernières années afin de chercher à prévenir les risques climatiques et donc à prendre en main cet aspect particulier de la protection de l'environnement et des personnes. C'est ainsi que plus de 78% des constitutions à travers le monde se sont enrichies dans les dernières décennies de règles concernant la protection de l'environnement et la prévention de certains dommages naturels. C'est en tout cas ce qu'affirment le professeur Cohandet et Marine Fleury. Il ne s'agit donc pas dans cette contribution de discuter l'existence de certaines dispositions ou dispositifs constitutionnels ayant trait au risque climatique, même si la caractérisation d'un droit constitutionnel de l'environnement peut être discutée. Mais il s'agit plutôt ici de porter une réflexion critique sur l'efficacité et l'utilité de ces règles. Il faut également mettre en garde les auditeurs qui pourraient voir dans cette contribution une marque de climato-scepticisme non assumé. Les risques climatiques sont, comme le démontre encore très récemment le rapport du GIEC, une menace universelle et imminente sur nos sociétés. C'est en tout cas ma conviction. Mais c'est donc pour cela qu'il importe aux juristes de savoir précisément quels instruments permettent de répondre le plus efficacement et concrètement à ces menaces. À cet égard, force est de constater que le droit constitutionnel français de ces dernières années ne s'illustre pas par une efficacité concrète particulière quand il est enfin promulgué, on reviendra abondamment sur la Charte de l'environnement, et qu'avant même d'être promulgué, son élaboration est elle-même une succession de procédures originales et difficiles, source de multiples critiques. De prime abord, le droit constitutionnel de l'environnement, si tant est qu'une telle branche spécifique du droit existe, laisse donc apparaître une succession d'instruments plus ou moins achevés et pertinents, relevant d'une confrontation entre deux objets, le droit constitutionnel d'une part, et la prévention des risques climatiques, deux objets que l'on tente à tout prix de concilier au prix de contorsions plus ou moins pertinentes. La question à laquelle on cherchera une réponse tout au long de cette communication est donc bien la suivante. Faut-il attendre du droit constitutionnel qu'il réponde et prévienne les risques climatiques de la même façon que les autres branches du droit le font? Ou bien encore, faut-il attendre de lui qu'il prévienne les risques climatiques purement et simplement? Autrement dit, les objectifs que poursuit le constituant depuis les années 2000 sont-ils tout simplement atteignables? À mon sens, c'est une erreur de croire qu'on peut attendre du droit constitutionnel une réponse aux risques climatiques qui soit semblable et comparable à celles offertes par les autres branches du droit, c'est-à-dire composée de règles claires, concrètes, interdisant certains comportements facteurs de risque ou en enjoignant d'autres. En effet, le droit constitutionnel ne peut donner que ce qu'il a, c'est-à-dire une matière abstraite, fortement influencée par le politique, composée majoritairement de principes qui ne sont pas tous pourvus d'effets directs, et donc d'impact concret pour les justiciables. De plus, et au-delà de cette substance très particulière, le droit constitutionnel contient ses propres caractéristiques formelles, liées à certains impératifs et ne s'accommodant pas toujours aux évolutions touchant les autres branches du droit. Nous verrons donc à présent successivement ces deux arguments. On peut donc tout d'abord observer une incompatibilité substantielle entre le droit constitutionnel et l'objectif de prévention des risques climatiques. Incompatibilité qui n'est pourtant pas indépassable. Cette incompatibilité est en effet produite par la nature fondamentalement abstraite des principes et droits à valeur constitutionnelle qui sont créés pour prévenir ces risques climatiques. Des risques climatiques qui se révèlent, eux, à contrario, très concrets.
Les risques climatiques ont d'abord été appréhendés en droit public par la police administrative spéciale et par l'encadrement des activités considérées comme participant à l'aggravation du réchauffement climatique. Tout un arsenal concret de mesures de police administrative spéciale, assorties d'outils de servitude administrative par exemple, était donc utilisé. Pour le professeur Yves Gégouzot, le temps a été uniquement ainsi associé aux moyens de police administrative, seule branche du droit public à même de prendre des mesures concrètes face à des risques concrets. Le droit constitutionnel et donc la constitutionnalisation de la prévention des risques climatiques apparaissait alors comme un outil bien peu adapté à cet objectif. Cette incompatibilité supposée est bien entendu revenue sur le devant de la scène pendant le processus d'élaboration de la Charte de l'environnement jusqu'à mars 2005. Le professeur Michel Prieur, pourtant favorable au principe de création d'une telle charte, évoquait quant à lui le décalage ou le contraste entre, je cite, l'abstraction d'une révision constitutionnelle et le caractère concret prégnant au quotidien des pollutions et des nuisances. Le professeur Prieur appelait d'ailleurs à ne pas croire que la constitutionnalisation de certains principes de protection de l'environnement allait aboutir à effacer, je cite, d'un coup de baguette magique, tous les problèmes d'environnement. Ces craintes n'ont d'ailleurs pas tardé à se concrétiser. Fruit de cette volonté de donner une valeur constitutionnelle au principe de protection de l'environnement, la Charte de l'environnement a été promulguée le 1er mars 2005, 2 ans après que le projet de loi constitutionnelle a été adopté au Conseil des ministres. Cette charte que l'on dira adossée à la Constitution, puis véritable élément du bloc de constitutionnalité, comprend alors 7 principes, tels que l'environnement et le patrimoine commun des humains, 7 principes que suivent ensuite 10 articles. Bien que le Conseil constitutionnel puis le Conseil d'État aient reconnu la valeur constitutionnelle de tous les articles et principes contenus dans cette charte, c'est notamment la décision 2008-564 du Conseil constitutionnel ou encore la décision bien connue de 2008 Commune d'Annecy du Conseil d'État, nombre d'auteurs n'auront de cesse, dès la création de la charte, de pointer du doigt l'absence d'effets directs et d'impact réel de ces principes. En effet, la majeure partie de ces articles sont des OVC, donc des objectifs à valeur constitutionnelle, et donc sont inopposables par les justiciables devant les tribunaux, où ils nécessitent d'ailleurs l'intervention du législateur. La Charte de l'environnement apparaît alors comme un simple guide pour le législateur, dont seul le Conseil constitutionnel serait le gardien. Le professeur Xavier Bioy affirmait d'ailleurs en 2008, je cite, que l'objectif constitutionnel qui est l'environnement apparaissait encore bien fantomatique. La Charte de l'environnement de 2005 ne permit donc d'offrir ni une protection constitutionnelle concrète et efficace contre les risques climatiques, ni un encadrement des comportements pouvant les favoriser. Ce constat fut d'ailleurs assez largement partagé par plusieurs auteurs en droit constitutionnel. Pour autant, il ne faudrait pas en conclure directement à l'inutilité du droit constitutionnel en matière environnementale, puisque d'autres apports, loin des mesures concrètes attendues, mais peut-être plus conformes aux possibilités du droit constitutionnel, sont décelables. Comme nous l'avons dit en introduction, le droit constitutionnel ne peut offrir que ce qu'il a. Il faut donc se garder d'attendre de lui ce qu'il n'a pas la capacité de donner. La matière constitutionnelle peut, par exemple, dresser de grands principes destinés à guider et fonder la mise en place d'actions concrètes qui devront, elles, être prises par les autres branches du droit. Mais il lui est difficile, voire impossible, de prévoir concrètement la prévention de certains risques dans des matières spécifiques qui demandent une expertise particulière et des outils juridiques différents des règles constitutionnelles. Le seul terrain d'action du droit constitutionnel se résume donc à ces principes et droits abstraits qu'il dresse, afin que l'État garantisse la protection de l'environnement et la prévention des risques climatiques. À cet égard, il ne faut d'ailleurs pas négliger l'importance symbolique de la constitutionnalisation de certains principes, comme le droit à un environnement sain, par exemple, ou le devoir de préserver l'environnement. En effet, l'intégration de ces principes au sein de la norme juridique suprême traduit surtout la prise en compte officielle par la nation de nouveaux impératifs et de nouveaux droits. Preuve en est, une des premières revendications de la Convention citoyenne pour le climat, sur laquelle nous reviendrons en quelques instants, était de renforcer la place de l'environnement dans le texte constitutionnel, montrant ainsi l'importance que possède cette constitutionnalisation pour les citoyens, ou en tout cas, pour la Convention, pour les 150 citoyens tirés au sort. Outre cette importance symbolique, les principes et objectifs à valeur constitutionnelle dépourvus d'effets directs, donc les articles 1, 2, 3, 4 et 6 notamment de la Charte, font figure de fondement, de principes directeurs pour la mise en place de mesures concrètes par d'autres branches du droit. Ces principes sont donc loin d'être inutiles, même s'ils n'ont pas l'impact direct et concret que peuvent prendre les outils de police administrative évoqués plus haut, par exemple.
Pour autant, et pour être entièrement précise, il faut mentionner qu'il existe tout de même dans la charte un principe qui possède un effet direct, c'est le fameux principe de précaution qui est à l'article 5. Il apparaît cependant bien isolé et bien minoritaire face au reste de la charte. Ainsi, l'exemple de la charte de l'environnement achève de montrer que le droit constitutionnel détient sa propre manière de prendre en compte la protection de l'environnement et la prévention des risques climatiques. Cette prise en compte peut paraître très insuffisante face à la dimension et à l'importance, mais surtout au caractère concret des risques. Pour autant, elle est la seule réponse vraisemblable que le droit constitutionnel puisse offrir dans son champ d'action si particulier. Cela nous permet d'ailleurs d'esquisser une transition vers des particularités plus formelles que possède le droit constitutionnel, des particularités qui sont moins liées, moins proches du contenu des normes et qui concernent, on va dire, la façon de faire les normes du droit constitutionnel. Outre sa nature substantiellement abstraite, le droit constitutionnel contient des caractéristiques formelles qui demeurent problématiques face aux techniques contemporaines adoptées pour garantir la protection de l'environnement. On observe effectivement que le droit de l'environnement contemporain se démarque par des techniques juridiques spécifiques dont mes collègues parleront bien mieux que moi, mais au sein de ces techniques spécifiques se compte notamment le retour à la contractualisation, aux outils contractuels en droit de l'environnement. Il s'agit alors d'associer les acteurs privés, tels que les entreprises notamment, pour garantir un meilleur respect des normes ainsi établies. Ce passage de l'unilatéralité au contractualisme n'est bien sûr pas anodin pour le sujet qui nous occupe. En effet, le droit constitutionnel a tenté de se mettre à l'aune des autres branches du droit en adoptant, autant qu'il le pouvait, ce contractualisme. Les effets de cette tentative d'adaptation s'observent notamment dans le nom des règles et dispositifs constitutionnels tenant à l'environnement qu'on observe ces dernières années. On parle de charte, obtenue après concertation, on parle de grands débats, on parle d'une convention citoyenne pour le climat. La concertation semble être la règle dès lors qu'on parle de droit de l'environnement en matière constitutionnelle. Pour autant, cette adaptation se fait en trompe-l'œil, car en matière de politique publique de l'environnement, les outils adaptés ne sont jamais véritablement des contrats au sens juridique du terme, et la doctrine reconnaît qu'ils ne constituent pas une catégorie juridique homogène. En voulant faire preuve de bonne volonté, le constituant se retrouve donc à créer de nouveaux outils de contractualisation ou de concertation en droit constitutionnel, avec pour but la protection de l'environnement. Mais le problème, c'est que cela ne fonctionne pas comme dans les autres branches du droit. Ces outils de concertation débouchent presque toujours sur l'émission d'actes unilatéraux, tels que la charte ou des projets de loi constitutionnels. En effet, il n'y a pas en droit constitutionnel la possibilité d'édifier des outils contractuels ou des actes contractuels, comme en droit privé ou en droit administratif. Le droit constitutionnel se retrouve donc limité par ses caractéristiques et sa nature propre, qui l'empêche de se mettre au diapason de l'efficacité de la contractualisation, efficacité pourtant démontrée dans les autres branches du droit. Ce décalage n'est pourtant pas le seul élément problématique dans l'essor de la concertation en droit constitutionnel, puisque la question de la légitimité de ces outils se pose également, et elle est à mon sens bien plus importante. Cette tendance à la concertation pose en effet des questions primordiales quant aux rôles fondamentaux des institutions françaises et notamment à la place du Parlement. Déjà, la Charte de l'environnement de 2004 avait été élaborée par une commission présidée par un paléontologue et une commission qui ne comprenait que 2 parlementaires. Parallèlement, avait eu lieu une consultation nationale avec l'organisation de 14 assises territoriales avant que la charte ne soit enfin proposée au Parlement, sous la forme d'un projet de loi constitutionnelle. Ici, la représentation nationale intervenait donc dans un second temps, après la consultation directe des citoyens par les assises territoriales et après la consultation des experts, très majoritaires au sein de la commission. Ce processus d'effacement de la démocratie représentative au profit des mécanismes de concertation se fit encore plus flagrant en 2018. En effet, à la suite du grand débat national, le président de la République annonça en avril 2019 la création d'une convention citoyenne pour le climat, composée de 150 citoyens tirés au sort et qui aurait la charge de formuler des propositions que le chef de l'État s'engageait ensuite à soumettre au Parlement ou directement au référendum. Ici, ce mécanisme était une création totale ex nihilo en fait du président de la République. Aucun mécanisme semblable n'existe et n'existe encore aujourd'hui, n'existait et n'existe encore aujourd'hui dans la Constitution. Cette inexistence dans la Constitution pose d'ailleurs la question du caractère contraignant de l'engagement pris par le président de la République, qui n'avait alors qu'une valeur politique. Mais ce mécanisme inconnu de la Constitution, et donc non approuvé par le constituant, pose également la question de la légitimité constitutionnelle, ainsi que celle d'un possible contournement du Parlement, remettant en perspective l'éternel conflit entre la démocratie directe et la démocratie représentative.
On voit ici que les nouvelles tentatives de prise en compte et de prévention des risques climatiques donnent lieu à des balbutiements juridiques qui illustrent la création de nouveaux outils qui demeurent assez problématiques au sein de nos institutions. Enfin, ce sera mon dernier point, il est une dernière contrainte formelle inhérente au droit constitutionnel et il s'agit du facteur politique. À l'été 2021, comme en parlait le professeur Blanco tout à l'heure d'ailleurs, l'inscription de la protection de l'environnement à l'article 1er de la Constitution a ainsi définitivement été enterrée par les sénateurs sur le fondement d'un désaccord entre les deux chambres à propos le terme garantie. Comme quoi, la protection de l'environnement et la prévention des risques climatiques tient souvent à peu de choses, parfois en droit constitutionnel. Au moment de conclure cette contribution, et après l'énumération de toutes ces problématiques entre le droit constitutionnel et la prévention des risques climatiques, une question finale se pose. Doit-on déduire de toutes ces spécificités une incompatibilité définitive entre la prévention des risques climatiques et le droit constitutionnel? Ou bien cette incompatibilité n'est-elle que temporaire et ne demande-t-elle qu'à s'effacer au fur et à mesure d'une adaptation et d'une évolution du droit constitutionnel pour faire face à des enjeux qui sont, somme toute, assez récents? L'avenir nous le dira.